Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la séance du jour et sur les enjeux de marché avant de passer à la grande édition du soir à 17h. Une heure pour revenir donc sur ces enjeux de marché mais aussi sur les grandes tendances du moment. Et à la une de cette séance boursière, nous découvrirons à 14h30 le premier volet des 2 chiffres suivis de près par les investisseurs pour prendre le pouls de l'inflation au mois d'octobre aux États-Unis. Les prix à la production donneront en effet une première indication sur les pressions par les prix connus par les entreprises et les usines américaines sur le mois, avant de découvrir demain comment ces pressions se font ressentir sur les prix. Nous nous demanderons d'ailleurs en plateau si l'inflation fait peur aux marchés alors que les marchés actions sont de leur côté au plus haut. Et en Europe, on note que la confiance des investisseurs allemands rebondit pour le mois de novembre. L'indice ZOO revient au-dessus des 30 points après être descendu à 22 points en octobre, et ce malgré des attentes pessimistes des économistes sur le sujet pour le mois de novembre. Un optimisme de marché que nous commenterons donc en plateau et que nous mettrons en regard des craintes inflationnistes en Europe mais aussi aux États-Unis. Et puis nous reviendrons également dans Smart Bourse sur la situation chinoise alors que se tient actuellement le plénum du Parti communiste chinois qui doit débattre et normalement adopter une, je cite, résolution historique visant à asseoir le programme de prospérité commune de Xi Jinping, programme qui ambitionne notamment de développer la demande intérieure dans le pays. Nous nous demanderons dans un instant si cette demande a les moyens de progresser dans la situation actuelle du pays. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence ce Smart Bourse comme d'habitude avec Tendance Mon Ami où Alix Nguyen vous propose un résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée. La Bourse de Paris évolue sous le signe de l'attentisme suspendu à la publication de 2 indicateurs majeurs, dont celle en Allemagne de l'indice ZOO du sentiment économique. Il nous parvenait ce matin et il révèle un net rebond en novembre à 31,7 points. Cet après-midi seront publiés aux États-Unis les prix à la production. Sur le plan macroéconomique, dans son dernier rapport sur la stabilité financière, la Fed attire l'attention sur les prix des actifs à risque. Il pourrait subir des baisses significatives du fait d'un cocktail comprenant des anticipations inflationnistes d'une part et des tensions sur les approvisionnements de l'autre. Le rapport mentionne par ailleurs les potentielles conséquences sur les marchés et plus globalement sur la croissance de la dégradation du secteur de l'immobilier chinois. Et puis des dissonances au sein de la Fed. Si Jérôme Powell déclarait la semaine dernière que la Banque centrale ferait preuve de patience en matière de hausse des taux d'intérêt, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, estime quant à lui que les taux pourraient être relevés avant la fin de l'année prochaine. Et du nouveau en interne, la gouverneure de la Fed, Lael Brainard, aurait été auditionnée par Joe Biden en vue de l'éventuel remplacement de Jérôme Powell. Jérôme Powell dont le mandat expire en février prochain. Côté valeur, le recul d'Hermès pèse sur la tendance. Première capitalisation du CAC, LVMH régresse légèrement. À noter qu'hier, les 2 titres atteignaient des records. Autre ambiance pour Renault en nette progression, hausse qui intervient après avoir annoncé que Nissan Motor contribuera pour environ 157 millions d'euros à son résultat net au 3e trimestre. À noter que le constructeur français détient plus de 43% du groupe japonais. Les constructeurs et équipementiers français suivent le mouvement à l'image de Stellantis, Faurecia et Valeo. Carrefour progresse. Le distributeur présente aujourd'hui les grandes lignes de son plan stratégique à l'horizon 2026. L'objectif est clair, faire du digital le moteur de la croissance du groupe. 3 milliards d'euros vont être investis avec un objectif de 600 millions de résultats opérationnels supplémentaires. Et puis Euronext recule. L'opérateur boursier utilisera d'ici 2024 la plateforme de Borsa Italiana dont le rachat a été finalisé en avril. Nouvelle donne qui permettra à l'Union européenne de réduire sa dépendance vis-à-vis de Londres. On peut regarder en tout cas la tendance sur le CAC 40, plus 0,3% actuellement à 7068 points. Tendance mon ami, donc c'est fini. On se retrouve tout de suite pour Smart Bourse. Et notre première invitée dans Smart Bourse est Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Laetitia Baldeschi.
Bonjour. Alors on va commencer avec vous avec cette situation chinoise. Je rebondis sur le rapport de la Fed sur la stabilité financière qui met en avant différents risques, dont le risque immobilier chinois. Si on regarde les chiffres venus de Chine, on regarde ne serait-ce que les PMI manufacturiers, qui se contractent depuis 2 mois en Chine. La croissance, elle aussi, semble s'essouffler. Aujourd'hui, on a l'impression que la planète marché a les yeux rivés vers l'inflation, mais ne faudrait-il pas accorder un peu plus de place à cette situation chinoise, à cette locomotive finalement qui commencerait à caler? Effectivement, nous avons, en tout cas chez CPR, depuis quelque temps, identifié ce risque d'un ralentissement plus marqué qu'on ne l'anticipait de cette activité en Chine. Les derniers indicateurs, alors on avait déjà eu le PIB du 3e trimestre qui avait été finalement assez décevant. Je le rappelle, une variation trimestrielle de 0,2%, ce qui est très faible pour le PIB chinois quand on regarde l'historique. Ce qui voulait quand même indiquer qu'il y avait un net ralentissement. Quand vous regardez la composition sectorielle de l'activité du PIB sur ce 3e trimestre, on voit bien que tous les secteurs, notamment d'extraction minière, mais également tout ce qui touche de près ou de loin à l'immobilier, à la construction réelle, mais également aux activités de services dans l'immobilier, tout ceci est en très net ralentissement et vient même retirer de la croissance, peser sur cette croissance trimestrielle en Chine. Et donc tout ceci se traduit dans ces données. Alors les PMI publiés la semaine dernière, vont appuient un peu là-dessus, puisqu'on a clairement une espèce de dichotomie qui se forme avec des indicateurs qui, concernant la demande étrangère adressée à la Chine, restent performants, et donc c'est un peu ce que nous montre le Caixin, l'indice PMI Caixin, qui est plus centré sur des entreprises exportatrices, les grandes entreprises exportatrices chinoises, alors que le PMI calculé par le Bureau national des statistiques, lui, est plus centré sur, je dirais généralisé sur l'ensemble de l'économie chinoise, et donc fait ressortir l'affaiblissement plutôt de la demande intérieure. Et puis quand on regarde les chiffres publiés ce week-end sur le commerce extérieur, bien là-dessus, on a vraiment un nouvel éclairage assez net, avec des importations qui, certes, alors en valeur, progressent toujours de 20%, donc tout le monde s'enthousiasme sur ces chiffres, mais quand on enlève l'effet prix et qu'on regarde les volumes importés, notamment de matières premières, eh bien on voit ces volumes se contractent. C'est notamment le cas pour le pétrole brut, c'est encore plus le cas, je dirais, pour le minerai de fer, pour le cuivre. Donc on voit bien qu'il y a cette problématique de la dynamique d'activité en Chine, alors même que les exportations restent assez soutenues parce que la demande mondiale est encore assez forte, notamment pour tous les biens dits Covid, liés à l'aménagement des intérieurs ou l'équipement sanitaire. C'était effectivement ma question, c'est qu'effectivement, donc on voit ces exportations qui continuent à progresser, mais ce que vous commenciez à nous dire, en fait, c'est que ça reste dans la dynamique de pandémie, et donc c'est bien que la Chine a exporté durant la crise, mais qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement de commandes d'autres biens, en fait, ou de transition. Eh bien, on est encore dans cette phase de transition, mais on n'en a pas tout à fait la mesure, et quand on regarde les données, effectivement, cela reste... alors évidemment, on a une activité assez forte sur tout ce qui est semi-conducteurs, tous les circuits intégrés et autres, mais ça ne prend pas le relais complètement de tout ce que l'on a pu mettre sous le vocable bien Covid, quoi. Donc clairement, on est encore dans cette dynamique-là. Alors, il va falloir surveiller avec attention ce qui se passe en Chine, et notamment tout ce qui peut toucher à une éventuelle crise de l'énergie. On en parle beaucoup pour l'Europe, avec notamment la faiblesse de l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie ou d'Algérie, mais la Chine fait face également à une problématique d'appauvrissement en termes d'énergie qui est assez forte, et qui a même été jusqu'à créer des fermetures ou provoquer des fermetures d'entreprises sur le mois d'octobre. Et donc on va voir si cela perdure
sur la fin de l'année, clairement, on a un message qui n'est pas tout à fait rassurant en la matière. Et quand on regarde typiquement sur les chiffres publiés ce week-end, les importations de charbon ou de gaz liquéfié, eh bien, elles s'explosent. On parle de 96% de hausse de volume de charbon importé, ce qui est considérable sur la Chine, alors que la Chine était historiquement un pays qui, sous Mao, était autonome en termes de charbon. Mais donc en fait on a des exportations qui progressent, mais de l'autre côté des usines qui ne peuvent pas fonctionner à plein régime parce qu'elles sont obligées de fermer, où il y a des coupures d'électricité. La Chine qui a annoncé il y a quelques semaines rouvrir ses centrales à charbon, des importations de charbon multiplié par 2 du coup sur le mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là en fait on a ça cale entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a encore une demande extérieure qui est forte, mais la Chine a du mal à délivrer à cause justement de ces flambées des prix de l'énergie. Tout à fait, tout à fait. En fait, la problématique de la Chine est très claire, c'est qu'ils voulaient commencer à fermer, ils ont commencé à fermer tout ce qui était très polluant en termes d'activité, donc beaucoup d'usines à charbon, des anciennes qui polluaient beaucoup. Je pense qu'ils préparaient un peu leur arrivée pour la COP26, enfin ça rentrait aussi dans leurs engagements, puisqu'ils visent à la neutralité carbone d'ici 2060, donc il fallait commencer à montrer un peu la bonne volonté chinoise. La problématique qu'ils ont, c'est que quand on ferme le charbon, il faut bien qu'il y ait d'autres sources d'énergie, et le reste n'a pas été à la hauteur. Alors évidemment, il y a eu une mauvaise conjonction, on va dire, avec des problématiques de météo qui sont venues compliquer la donne, notamment pour toute la production de l'énergie par éolienne, et donc on s'est retrouvé avec ces pénuries d'électricité. Alors elles sont en plus renforcées parce que vous avez en Chine un prix de l'électricité sortie d'usine qui est administré et fixé par l'État, qui est très faible, ce prix de revente de l'électricité. Et pour les entreprises qui font face à un surcoût majeur en termes d'approvisionnement de charbon ou de gaz, eh bien, il n'est pas rentable pour elles de fournir l'électricité. Donc elles ferment tout bonnement, et donc ferment l'approvisionnement pour tout un pan du secteur manufacturier chinois, donc des faiblesses dans tous les indicateurs dont on dispose à aujourd'hui. Un mot de la demande intérieure en Chine, c'est un sujet qui tient à cœur à Xi Jinping. On le rappelait en introduction, se tient actuellement le plénum du Parti communiste qui devrait asseoir encore un peu plus l'autorité de Xi Jinping, et notamment son programme de prospérité commune qui vise à créer une classe moyenne plus conséquente et donc à booster finalement la demande intérieure chinoise. Est-ce que ces importations qui restent là en termes de volume, mais dont on voit finalement que c'est porté essentiellement par cette crise énergétique, montrent que cette demande intérieure, elle va être plus compliquée à installer que ce que Xi Jinping le voudrait? Oui, il me semble que c'est l'une des faiblesses actuelles de la Chine. On a bien vu post-crise sanitaire, post-fermeture, la difficulté des consommateurs à retrouver le chemin des magasins, tout bêtement parce que contrairement à ce qu'on a pu observer dans nos pays européens ou aux États-Unis, ou même dans certains pays émergents, je pense notamment au Brésil, où il y a eu un fort soutien aux revenus des ménages, il n'a pas été mis en place par les autorités. C'est encore un choix de politique économique. Et donc, tout l'effort a été mis côté entreprise pour relancer au plus vite l'activité, mais pas du côté des ménages. Et on a vraiment cette chute des revenus pendant la crise qui a perduré dans le temps parce que l'emploi n'est pas revenu au niveau d'avant-crise aussi rapidement que les autorités auraient pu le souhaiter initialement. Quand vous avez une baisse de revenus, vous consommez un peu moins, d'autant plus dans un système où la protection sociale, notamment tous les systèmes de retraite et d'allocation chômage, sont encore très très peu importants, et donc les ménages dans cet environnement quand même très anxiogène, on privilégie leur épargne, et donc on rétablit
prix leur niveau d'épargne, mais pas leur niveau de consommation. Donc c'est vrai pour Xi Jinping, dans une volonté de promouvoir le système communiste à la chinoise, comme il le met en avant, et notamment en se basant sur les 100 dernières années, et pour essayer de prévoir un peu les prochaines décennies telles que cela est mis en avant dans les objectifs politiques du gouvernement, eh bien il faut qu'il arrive à rassurer et à apporter un soutien suffisant aux classes moyennes pour passer ces phases de ralentissement conjoncturel que l'on connaît actuellement. Un mot pour finir, Laetitia Baldeschi, de vos scénarios de marché. Donc là, on a beaucoup parlé de la Chine, qui est un des scénarios de CPRAM, donc un ralentissement plus marqué en Asie. Quel est votre scénario de marché principal à 3 mois, Laetitia Baldeschi ? Alors, à 3 mois, nous continuons de penser que le marché va se conforter dans l'idée que eh bien, nous allons vers une normalisation graduelle, c'est-à-dire qu'après le pic d'activité connu au deuxième trimestre, on devrait avoir une activité qui se ralentit en taux de croissance, mais reste sur des niveaux suffisamment élevés, comme on peut le voir d'ailleurs dans les enquêtes disponibles, je pense notamment aux ISM aux États-Unis, et avec cette activité s'accompagnerait d'une inflation qui resterait, en tout cas, qui continuerait d'être perçue comme transitoire, donc liée à une crise de l'énergie notamment, quelques phénomènes ponctuels sur certains prix, je pense aux voitures d'occasion aux États-Unis, mais quelque chose qui ne serait pas pérenne et pas trop important en niveau de prix. Et donc dans ce contexte-là, à 3 mois, eh bien, on continuerait d'avoir une progression certes plus modérée des marchés actions et une normalisation graduelle des taux longs, un niveau de 1,80 sur le 10 ans américain à 3 mois nous semblait une bonne cible. Mais il n'en reste pas moins que nous avons un scénario de risque assez fort, improbabilisé à hauteur de 35%, qui reposerait sur une accélération de cette inflation et un changement de perception du marché qui comprendrait que finalement cette inflation, elle va être plus importante et surtout plus pérenne, en tout cas moins transitoire que ne le laissent encore paraître les discours des banquiers centraux. Et dans ce cadre-là, évidemment, c'est une conjoncture qui serait beaucoup moins favorable au marché actions et qui chuterait beaucoup plus fortement un peu partout dans le monde, avec des taux longs qui cette fois-ci montraient beaucoup plus, puisque les banques centrales seraient obligées d'accélérer leur rythme de normalisation monétaire et d'accélérer notamment les discours en termes de hausse de taux. Donc ça, c'est vraiment pour nous le risque qui reste le risque principal. Le deuxième risque, étant évidemment, comme on l'évoquait tout à l'heure assez longuement, celui qui repose sur la Chine et un ralentissement beaucoup plus fort qu'attendu. Bon, sur ce qui concerne l'inflation, en tout cas, on aura un peu plus d'éléments dès cet après-midi et dès demain. Merci beaucoup, Laetitia Baldeschi. Je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPRAM. Et on enchaîne à présent en plateau avec le thème de l'inflation, avec un focus même sur les taux obligataires et la réaction aux différentes décisions et aux différentes anticipations d'inflation. On en parle avec Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice Bonjour. Gautry. Bienvenue sur ce plateau. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Les chiffres des prix à la production sont publiés aujourd'hui. Ceux des prix à la consommation sont publiés demain. Ils vont pouvoir nous éclairer sur l'inflation au mois d'octobre aux États-Unis. Si on regarde les marchés actions, on a l'impression que cette peur de l'inflation, elle est complètement théorique. Ils sont tous à des records actuellement. Donc si je vous dis les marchés actions ont-ils peur de l'inflation, j'imagine que la réponse est non. Si je vous dis le marché a-t-il peur de l'inflation ? La réponse serait plus mesurée, puisque effectivement on a bien vu en cours d'année que les marchés obligataires et notamment l'anticipation d'inflation a été réévaluée au gré à la fois des statistiques et au gré du calendrier de cette fameuse inflation dite transitoire, mais un Bien transitoire sûr. qui s'installe et qui dure. Et donc on voit qu'à chaque fois, à chaque nouvelle étape, en définitive, quand on atteint les 4, les 5 et bientôt les 6%, on va le voir demain, on va être certainement très très proche des 6% sur un an donc aux États-Unis, eh bien on a effectivement ce phénomène d'anticipation qui continue à augmenter, mais qui se situe par exemple entre 5 et 10 ans, on est à 2,5%. Donc c'est une inflation, je dirais, élevée par rapport à une situation pré-Covid où on avait en fait plus de risque de déflation, désinflation. Donc là, on retrouve des mécanismes inflationnistes. Donc c'est plus le travail effectivement du marché obligataire avec des conséquences sur
pas tant en fait la stratégie des banques centrales, mais plus leur communication. Bien sûr. Oui. Et les marchés d'actions, mais pour l'instant, on l'a vu au travers des différents indicateurs, que ce soit dans les services comme dans le secteur manufacturier, les entreprises sont capables de faire passer les hausses de prix. Donc en fait, tout ce qui passe en hausse de matières premières, il y en a une grande partie, puisque les marges ont été améliorées. Il y a une partie qui passe effectivement au client final, que ce soit des entreprises pour des biens intermédiaires ou de la production, ou le consommateur. Et là, on retrouve ça dans des indices de prix et aussi dans les services d'ailleurs. Ce n'est pas que les biens, mais les services de transport, services à la personne. Là aussi, il y a une sphère d'augmentation qui, on l'espère, sera ponctuelle. Et on espère que les chiffres que l'on va avoir demain, et puis après sur la zone euro, consacre un pic en fait sur l'évolution de l'inflation cette année, que 2022, eh bien, on passera son temps avec beaucoup de patience, mais chaque trimestre, que l'inflation vienne à se réduire légèrement à partir de, oui, c'est de 2022. C'est une stratégie 6-5-4-3-2, c'est-à-dire on est à 6 en 4 pour le coup. et on aimerait bien avoir, ou les banquiers centraux, mais aussi les marchés aimeraient bien avoir un retour à 2 qui se profile fin 2022, 2023. Mais alors, pour bien comprendre, parce que la Fed a engagé son tapering mercredi dernier. Aujourd'hui, les marchés actions sont au plus haut. Les entreprises montrent qu'elles sont capables de répercuter ces hausses de prix et qu'elles réussissent à maintenir leurs marges et qu'elles ont même parfois des marges de manœuvre au sein de leurs marges. Quel est le risque d'avoir demain une inflation à 6, 6,5, 7 et qu'elle dure jusqu'à février, par exemple? Alors, on sortirait bien entendu du choc énergétique, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, et bien en fait, c'est le complexe, notamment en Europe, pétrole, électricité et gaz, qui s'est rendu responsable effectivement de la majeure partie de l'accélération. Et puis, il y a des phénomènes de demande, de rareté de biens, on le voit avec les composants automobiles, qui ont exacerbé en quelque sorte, avec le phénomène de réouverture dans le secteur des services, qui ont appuyé sur la demande. Donc maintenant, on passe à un deuxième chapitre sur l'inflation, puisqu'en fait, les moteurs de l'inflation seraient différents. On va toujours regarder, bien entendu, côté énergie, puisque l'OPEP, visiblement, ne veut pas augmenter sa production tout de suite. On va regarder les prix... Il y a peut-être un petit peu de géopolitique là-dedans. Mais... Certainement, probablement, oui. On va regarder les prix alimentaires. On est dans une saisonnalité qui n'est pas favorable. Et puis après, c'est ce qu'on appelle les effets de second tour. C'est-à-dire, est-ce que derrière, on l'a vu avec la statistique de vendredi dernier, est-ce qu'il y a une augmentation des salaires? Et est-ce que l'inflation plus élevée génère en fait des demandes de salaires plus élevées qui elles-mêmes amènerait effectivement une inflation plus élevée. C'est là ce mécanisme-là qui est différent de l'inflation que l'on a observée en 2021, qui pourrait faire craindre à ce moment-là, amener des perturbations sur les marchés financiers et effectivement être une épine dans le pied du discours des banques centrales et notamment de Mme Lagarde avec la Banque centrale européenne qui a écarté aujourd'hui les effets de second tour en disant que côté salaire, c'était plutôt calme. Donc en fait, une inflation qui, si elle est trop durable, viendrait à s'auto-alimenter et donc du coup à remettre en cause finalement les politiques monétaires des banques centrales, qui est basée sur une inflation transitoire pour le coup. Alors d'une part, effectivement, la communication des banques centrales serait révisée, les scénarios des banques centrales seraient encore une nouvelle fois révisés, et puis à ce moment-là, donc les prix de marché eux-mêmes seraient révisés, puisqu'il faudrait peut-être mettre une prime de risque, ce qui avait complètement disparu, une prime de risque sur l'inflation, et les entreprises verraient peut-être leur capacité à passer des hausses de prix, là, tout à fait limitée, ce qui veut dire que là, les prochaines hausses de prix dans le scénario que vous évoquez, on reste accroché donc à 5 ou 6%, ou à 4%, au-delà des 4% en zone euro, se ferait au détriment de la demande. Et là, on rentrerait dans le processus ENI et le spectre de la stagflation, qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisqu'on n'est pas en stagnation, on est en croissance qui se ralentit, mais avec une inflation forte. C'est ça, la donc stagflation, c'est une croissance faible, mais une inflation forte pour le coup. Alors, une croissance qui s'affaiblit, un chômage qui monte, et une inflation, et là, des marchés d'actions et des marchés risqués qui ne se comportent pas bien du tout. Mais ce n'est pas du tout ce scénario-là, et on en est encore loin. Et alors justement, en parlant de chômage, donc le département du travail a publié les chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi dernier. Alors, il dit plusieurs choses, hein, ce rapport sur l'emploi. D'un côté, il y a plus d'offres que prévu, il y a plus d'emplois créés aux États-Unis. Le taux de chômage recule un petit peu. En revanche, le taux de participation au marché du travail reste stable. Il reste très en deçà du niveau de février 2020. Il y a toujours 10 millions d'emplois qui restent non pourvus et il y a une inflation un peu salariale. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'inflation salariale, mais en tout cas, il y a une hausse des salaires, notamment sur un certain nombre de postes. Première question, que peut-on en penser? Et surtout, que peut-on penser de la réaction des marchés obligataires à la publication du rapport? Alors, là, il y a vraiment une séquence qui est complètement différente. Donc là, il y a eu, et si on vient tout de suite effectivement sur cette réaction des marchés obligataires, je pense qu'ils n'ont pas réagi aux chiffres en lui-même, mais ils ont plutôt en fait réagi à l'ensemble des communications qui avaient été faites de la part des banques centrales, et notamment de la Banque d'Angleterre, qui, après avoir annoncé un peu de façon tonitruante
cruante qu'elle allait monter ses taux. Vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, en fait, on n'a rien vu du tout, puisque, effectivement, ça a été balayé et dit on va attendre les prochaines statistiques de l'emploi avant de monter les taux d'intérêt directeurs. Donc, et je pense que c'est le fait générateur qui a emmené, en fait, des renversements de position. Donc, des opérateurs qui étaient auparavant, je dirais, averses, en fait, ou qui s'étaient protégés contre une remontée des taux, ont pris des positions, en fait, qui étaient longues, c'est-à-dire en faveur d'une détente des taux, ce qui fait que là, on a une réaction des marchés obligataires, à contrario de la nature des chiffres du marché de l'emploi. D'accord, parce qu'il ne faut pas chercher l'origine, en fait, de la réaction du marché obligataire dans le rapport de l'emploi, mais plus dans des protections vis-à-vis de stratégies de banque centrale. C'est plus, effectivement, la réaction et la réactivité que l'on a des opérateurs de marché ou de certains, notamment de fonds plus spéculatifs que des opérateurs traditionnels, par rapport à l'ensemble des discours des banques centrales, qu'à la nature même, en fait, du marché de l'emploi, qui, vous l'avez révélé, il est bon. Ces statistiques sont très très bonnes. Elles montrent que... Alors, il y a beaucoup de volatilité, c'est-à-dire, en fait, on a des créations par secteur qui sont assez volatiles d'un mois sur l'autre. On a aussi des phénomènes de rotation, des gens qui quittent leur emploi, qui attendent d'autres, ou qui déménagent, qui changent de région, ou qui changent de secteur, ou qui attendent des hausses de salaire un peu plus marquées, ou qui attendent aussi la fameuse copie fiscale, puisque celle-ci, elle est toujours un peu en négociation. On a le volet infrastructure, on n'a pas le volet social. Alors, dans le volet social, il y avait aussi, bien entendu, des avantages à différentes catégories de consommateurs américains. Donc, tout cela nous donne pas mal de volatilité. On a moins de volatilité sur ces mêmes chiffres en Europe, parce qu'on a eu des effets, je dirais, positifs sur les soutiens à l'emploi. Donc, on n'a pas la même volatilité, mais on voit bien que si l'activité est revenue, si les marchés d'actions et les marchés d'auto sont en train de revenir, le marché de l'emploi n'est pas encore calé sur un régime de moyen terme. Et il faudra encore attendre peut-être plusieurs mois avant d'avoir des statistiques qui soient véritablement interprétables au sens de quelle est la nature du cycle, non plus en termes de croissance, mais cette fois-ci en termes d'emploi. Alors, vous l'avez mentionné, on peut en parler rapidement, c'est ce plan Biden. Donc là, effectivement, vendredi a été voté 1000 milliards de dollars donc de plan pour les infrastructures. Le volet social n'a pas forcément été, en tout cas le plan avec un volet social a lui été reporté. Cette négociation sur ce second plan, ça va du coup faire durer potentiellement cet attentisme. Et ensuite, ce volet social peut lui venir quelque part alimenter en fait une nouvelle inflation, puisque du coup il y aurait une augmentation du pouvoir d'achat subite d'un certain nombre de consommateurs américains. Visiblement, c'est ce qui coince un peu, même dans le camp des démocrates, puisque les négociations sont assez difficiles. Et le plan Biden tel qu'il avait été présenté, donc les 3,4 avec un volet infrastructure, 600, et puis après le reste, c'était en fait des investissements et des dépenses sociales, donc à la fois du soutien aux consommateurs, mais aussi des créations d'emplois, des agences particulières, avec, je dirais, un objectif aussi d'aider l'emploi dans les communautés. Donc on voit qu'il y a derrière ce volet social, il y a un discours éminemment politique. Eh bien, c'est effectivement ça qui visiblement bloque, et je pense qu'en définitive, on n'aura pas énormément de soutien pour les consommateurs donc en 2022 par rapport à ce qui a déjà été fait donc en 2021. Ce sera plutôt à la marge. Et en fait, l'essentiel du plan risque d'être autour des infrastructures. Et sachant qu'il y a encore quelque chose qui doit être négocié, c'est le fameux relèvement du plafond de la dette, parce qu'aujourd'hui, le Trésor ne peut plus émettre à long terme, il émet à très très court terme, ce qui n'est pas très très sain en termes de gestion. Merci beaucoup Patrice Gautry, on finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. Merci à vous de nous avoir suivis. On regarde rapidement le CAC 40 qui gagne 0,35% à la mi-journée à 7072 points, et on se retrouve ce soir à 17h.